une obligation déontologique de former nos collaborateurs. Le collaborateur qui se sentira bien au cabinet sera probablement votre meilleur cabinet de recrutement. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. L'avocat est-il un chef d'entreprise comme les autres ? À l'heure où les cabinets sont appelés à se développer pour durer, savoir manager ses équipes constitue une compétence indispensable. Comment recruter, comment conserver et valoriser ses collaborateurs et ses salariés, et comment, parfois, s'en séparer, c'est ce que nous allons voir avec Carole Pain-Blanc, avocate au barreau de Paris et invitée permanente de l'UJA de Paris, et Alexandre Bordon, avocat au barreau de Grenoble, président d'honneur de l'UJA de Grenoble. Alexandre, quels sont les moyens existants pour recruter un collaborateur ou du personnel ? Le premier moyen auquel je pense, c'est le bouche à oreille. Il fonctionne très bien, que cela soit au sein du barreau, des syndicats et en particulier au sein du cabinet. Le collaborateur qui se sentira bien au cabinet sera probablement votre meilleur cabinet de recrutement. Il aura des informations sur les avocats de sa génération qui sont en recherche active de collaboration ou pourraient l'être à l'avenir et des informations auxquelles vous n'aurez pas accès. Il saura également convaincre le candidat que vous êtes le bon cabinet pour lui et réciproquement vous convaincre que le candidat correspond au poste. C'est d'ailleurs également vrai, bien que sans doute dans une moindre mesure, pour les salariés. Le deuxième moyen auquel on pense immédiatement est les offres et annonces sur les réseaux sociaux et en particulier sur le réseau LinkedIn qui fonctionne très bien. À mon cabinet, nous avons recruté la plupart de nos derniers salariés par le biais de ce réseau et cela fonctionne très rapidement et avec un nombre de candidatures important qui permet d'organiser très vite des entretiens. Pour le surplus, les sites des écoles des avocats proposent souvent la possibilité de partager des offres de collaboration, tout comme certains ordres ou syndicats. Vous avez également accès, dans la plupart de vos barreaux, à des espaces d'affichage, de partage d'annonces, un peu plus à l'ancienne, mais qui restent toujours actifs et qui permettent de diffuser une information de recherche de collaboration ou de salariés. Quelles sont les spécificités qui existent pour les salariés de cabinet dont l'avocat employeur doit avoir connaissance ? L'avocat employeur est un employeur comme les autres, donc la première chose qu'il doit faire, c'est se référer à la convention collective. On a une convention collective qui est particulièrement détaillée, notamment entre les différentes classifications sur les différents postes qui existent au sein de nos cabinets. On a aussi cette particularité qui est le 13e mois obligatoire. Donc, quand on négocie la rémunération avec ses salariés, il faut avoir connaissance de cette spécificité. Et surtout, notre convention collective a des règles spécifiques à notre profession, notamment notre secret professionnel, auquel nos salariés sont indirectement soumis, puisqu'ils sont amenés à avoir connaissance dans nos structures d'informations couvertes par le secret professionnel. Donc, on doit vraiment les sensibiliser à cette question. Comment l'avocat qui s'apprête à recruter un collaborateur doit-il préparer l'entretien ? Pour préparer un bon entretien, il faut déjà que l'avocat qui va recruter ait déterminé quel type de profil il recherche et pour quelle mission, pour quel type de poste. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache s'il veut un senior, s'il veut un junior, s'il veut plutôt quelqu'un qui va lui faire du conseil. En fait, s'il n'a pas une idée précise de ce que lui recherche, il ne pourra pas exprimer ses attentes auprès de la personne qui va vouloir recruter. Et c'est surtout, il ne sera pas réceptif non plus à ce que va pouvoir lui proposer son interlocuteur dans le cadre de l'entretien pour un recrutement. Comment répondre aux attentes des collaborateurs tout en restant réaliste par rapport à la vie du cabinet ? Les collaborateurs maintenant souhaitent tous pouvoir conjuguer vie professionnelle et vie personnelle. Aujourd'hui, je pense qu'un cabinet qui recrute et qui n'évoque pas de manière très claire cette question du télétravail n'est plus du tout compétitif sur le marché qui est le nôtre. C'est vraiment une attente des jeunes avocats qui est de pouvoir avoir une flexibilité dans l'organisation de leur travail, là où c'était peut-être moins vrai auparavant. Donc, il faut vraiment aborder cette question et aussi l'aborder de manière très pragmatique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'activité qui est menée par le cabinet, le télétravail ne pourra pas s'organiser de la même manière si on a une activité très contentieuse ou bien au contraire une activité de conseil. Dans cette exigence de vouloir allier vie personnelle et vie professionnelle, il y a aussi cette question des repos rémunérés. Il ne faut pas perdre de vue que dans notre profession, nous sommes actuellement à 5 semaines de repos rémunérés, là où dans le privé, les salariés ont quand même beaucoup plus de repos rémunérés. Donc c'est une vraie attente aussi des jeunes avocats de pouvoir bénéficier d'une éventuelle 6e semaine de repos rémunérés. Et c'est là où on sera aussi attractif par rapport aux autres acteurs du marché qui sont autour de nous. L'entretien d'embauche est-il le moment idéal pour aborder tous les sujets ? L'entretien d'embauche est très clairement un moment où il faut déterminer avec clarté la réalité de la collaboration libérale qui sera proposée. Il ne s'agit pas de vendre un poste qui ne correspondra pas aux réalités de la fonction, ni de passer sous silence
certaines difficultés qui nécessairement vont apparaître dès le début de la relation de collaboration. Il convient donc, à mon sens, de faire preuve de la plus grande transparence, tant au niveau des conditions de travail que du contentieux qui sera effectué par le collaborateur, que de la rémunération qui sera proposée et éventuellement discutée dans ce cadre. Mais très clairement, un entretien d'embauche qui n'aboutit pas à des bases solides, partagées entre le collaborateur et le collaborant, n'a pas de sens puisqu'il aboutirait très probablement à des difficultés rapides dans le début de la relation de collaboration libérale. Quels sont actuellement les domaines d'intervention les plus demandés par les collaborateurs ? Il y a beaucoup de domaines qui sont demandés par les collaborateurs, mais récemment, on a organisé un événement qui s'appelait la Job Fair, et là, on a vu un nombre de candidatures en matière d'arbitrage qui était assez surprenant. D'autant plus surprenant que c'est pas forcément là où les cabinets recrutent le plus. Ce qu'on constate, c'est que, de manière générale, les cabinets recrutent beaucoup. Beaucoup ont des difficultés à recruter, pas forcément parce qu'il n'y a pas de candidats, mais il y a une certaine inadéquation entre les candidatures des jeunes avocats et ce que sollicitent les cabinets. Par exemple, on a noté que les cabinets en droit social avaient une énorme difficulté à trouver des collaborateurs et sur tout le territoire national. Ça, en termes de recrutement, ça va aussi bien du contentieux au conseil, en passant par le M&A, le corporate, mais en droit de la famille, il y a aussi beaucoup de demandes. Donc les collaborateurs sont actuellement dans une tendance qui leur est favorable puisqu'il y a énormément de gens qui recrutent. Ce que je constate pour ma part à Grenoble, donc dans un barreau de taille moyenne avec approximativement 600 avocats, et le même phénomène que Carole a pu vous décrire à Paris, à savoir beaucoup de cabinets qui recherchent des collaborateurs et un rapport de force qui est effectivement en faveur des collaborateurs. S'il y a un domaine qui peut-être est moins favorable aux collaborateurs, c'est le droit pénal, non pas parce qu'il y a beaucoup plus de collaborateurs qui souhaiteraient l'exercer, mais parce que l'intuitu personnel de la matière implique qu'il est plus compliqué pour un avocat individuel en droit pénal d'envisager une offre de collaboration et qu'en pratique, il y a moins d'offres. Et donc, s'il y a un domaine qui peut-être est plus compliqué dans le cadre des barreaux de taille moyenne, c'est le droit pénal à ce titre. Quelles sont les rétrocessions d'honoraires raisonnablement attendues ? Alors là, il y a une grande variété. Alors déjà, il y a une énorme différence, je pense que je peux le dire, entre les rétrocessions d'honoraires qui sont pratiquées à Paris et en province, étant précisé qu'à Paris, on a quand même un référentiel qui est ce fameux tarif UJA, qui est voté tous les ans et qui est vraiment passé dans les mœurs. C'est-à-dire qu'un candidat qui arrive en entretien d'embauche sollicite de pouvoir bénéficier du tarif UJA. Donc en première année, il est de 4 300 € hors taxe et en deuxième année, il est de 4 700 € hors taxe. En revanche, certains vont vouloir intégrer des très grandes structures. On sera sur des rémunérations et des attentes beaucoup plus élevées. Il faut savoir, en tout état de cause, et ça, tous les barreaux l'ont mis en place, c'est que désormais, il y a un minimum ordre. Là où le minimum ordre à Paris est très peu appliqué puisqu'il a pour référentiel le taux de la sécurité sociale et donc on est sur du 3 300 de mémoire et 3 500, là où on est un peu déconnecté de la réalité du marché parisien et c'est là où le tarif UJA a pris la place du tarif ordre. Dans la plupart des barreaux de province, il n'y a qu'un tarif ordre avec des montants qui sont extrêmement disparates selon les barreaux. À Grenoble, on doit être à 2650, 2750 première, deuxième année. Et souvent, les barreaux du Sud laissent apparaître des montants qui sont très bas pour les minimums de rétrocession d'honoraires, qui sont vraiment sur des rapports de 1 à 2 parfois assez aisément entre les différents barreaux. Il ne faut pas perdre de vue aussi que cette différence entre les rétrocessions d'honoraires proposées est aussi spécifique à l'activité. C'est là où un jeune avocat qui va débuter sa carrière dans un autre barreau que celui de Paris va pouvoir faire ce qu'on appelle les permes, il va pouvoir avoir les commissions d'office. Là où nous, à Paris, on a cette spécificité qu'il faut avoir réussi l'école de la défense pénale pour avoir accès à toutes ces commissions d'office. Donc, en fait, un jeune avocat qui débute à Paris n'aura pas ce complément de rétrocession d'honoraires qu'aura un autre jeune avocat ailleurs. Ce qui fait aussi que les tarifs de rétrocession sont de base plus élevés parce que les compléments sont moins faciles à avoir au départ. Comment bien accueillir le collaborateur au sein du cabinet ? Je pense que la première étape dans le bon accueil d'un collaborateur est de s'assurer qu'il ait les moyens matériels de son exercice, et ce, dès son arrivée. Cela implique qu'il ait son poste de travail en place, pas un bout de table et un tabouret dans un couloir, avec le nécessaire pour commencer, son matériel informatique, les licences utilisées par le cabinet, une boîte courriel configurée avec son nom, ce qui lui permet de commencer à exercer immédiatement dans de bonnes conditions. Cela relève du bon sens pour le cabinet d'accueil puisqu'il paiera autant le collaborateur que celui-ci ait les moyens ou non d'exercer correctement. Mais au-delà de ça, cela participe clairement d'un sentiment de commencer de la collaboration dans de bonnes conditions pour le collaborateur et cela inscrira la relation de collaboration dans une bonne direction, une bonne orientation.
Il est nécessaire ensuite de prendre le temps de bien expliquer à ce nouveau collaborateur l'organisation et les process du cabinet pour le guider dans ses premiers jours et de lui donner le temps raisonnable de s'adapter au cabinet. Si ce dernier ne dispose pas des bonnes informations parce qu'on va l'envoyer plaider à l'extérieur le deuxième jour et qu'il reviendra en fin de semaine, qu'il ne prendra pas le temps parce qu'il ne pourra pas le faire de rencontrer l'équipe, ce dernier se sentira nécessairement moins accueilli, moins impliqué et par conséquent moins utile pour la vie du cabinet à tous ses égards. En quoi l'entretien annuel, imposé par l'article 14 du Règlement intérieur national, le RIN, peut-il permettre d'améliorer la relation de travail ? Alors cet entretien annuel qui est prévu comme une obligation par l'article 14.3.3 du Règlement intérieur national n'est pas spécialement défini dans le texte. Quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront à la demande de l'une d'elles au moins une fois par an pour examiner l'éventuelle évolution de la relation. C'est ce qui est indiqué dans le RIN. L'obligation s'arrête là. Il pourrait être tentant par conséquent, surtout pour des collaborants très pris par le temps, de considérer qu'il suffirait de satisfaire à cette obligation à minima en prenant quelques minutes après le repas de fin d'année pour indiquer « Alors ça a été toi cette année, pas de soucis particuliers, passe de très bonnes fêtes de fin d'année » et de considérer que l'entretien annuel est réalisé. Cela serait à mon sens une erreur. L'entretien est une opportunité de se poser, de faire un bilan et d'échanger sur ce qui va bien, ce qui va moins bien pour le collaborateur et le cabinet d'accueil. Rien n'empêche évidemment de discuter plus d'une fois par an, voire de provoquer des rencontres formelles si la nécessité s'en fait sentir, mais la rencontre annuelle est un passage obligé. Cet entretien doit être planifié, c'est un rendez-vous que l'on fixe en amont pour que chaque partie ait la possibilité de préparer ce qu'il veut évoquer dans ce cadre, ce qui est dans l'intérêt de toutes les parties. On évite de passer une tête dans le bureau du collaborateur à l'improviste pour dire « tu as 5 minutes pour qu'on se voit ». Cela serait à mon sens dévoyer l'intérêt de cette rencontre. La rencontre annuelle est l'occasion tout d'abord de prendre le temps, de se poser et de demander au collaborateur comment il se sent au cabinet. Cela peut être l'occasion de crever des abcès, d'ailleurs potentiellement insoupçonnés. Elle permet de faire le point sur la qualité du travail du collaborateur en n'hésitant pas à dire tout ce qui va bien et également ce qui peut être amélioré. De faire un point sur ses tâches, son organisation de travail et vérifier s'il a des remarques à ce titre. On se doit d'être dans l'échange pour que cela ait du sens. Il faut une réelle collaboration et une réelle réciprocité et réactivité dans l'échange. C'est en outre l'occasion d'évoquer le statut du collaborateur au sens large, évidemment le montant de la rétrocession, ce qui est souvent attendu par le collaborateur libéral à cette occasion, les primes, mais également d'autres facettes, et notamment les congés rémunérés que Carole a déjà évoqués. La rencontre annuelle permet enfin de se projeter un peu plus. Est-ce que l'on se voit travailler ensemble encore un moment ? Est-ce qu'on se voit évoluer au sein du cabinet ensemble, dans le cadre d'une association éventuellement ? Pour le reste, le contenu exact de l'entretien va évidemment dépendre de chaque relation de collaboration. Cela sera différent entre un nouveau collaborateur ou un plus habitué de la structure. L'augmentation annuelle est-elle indispensable pour maintenir une bonne relation de travail ? Alors moi, j'ai une position qui m'est peut-être propre, mais je considère que non. Pourquoi ? C'est-à-dire que dans les premières années, bien évidemment, un collaborateur ne va pas nécessairement avoir une importante clientèle personnelle, voire même les premières années, parfois, il n'y a pas de clientèle personnelle. En revanche, un collaborateur, notamment libéral, est amené à devenir sa propre structure, qu'il soit associé du cabinet ou qu'il décide de s'installer. Et c'est-à-dire que le caractère foncièrement libéral de notre activité impose aux jeunes collaborateurs de développer leur clientèle personnelle. Donc finalement, si cet accompagnement ne se fait que par le cabinet qui, entre guillemets, alimente le collaborateur en l'augmentant tous les ans, c'est un peu le freiner dans ce nécessaire développement de la clientèle personnelle qui est l'essentiel même de notre profession puisque à terme, on est des entrepreneurs. Un avocat est aussi un entrepreneur et donc je pense que c'est au cabinet d'expliquer justement ce besoin d'accompagner financièrement par certaines augmentations, mais aussi ce besoin pour le collaborateur de se développer par lui-même. Quels sont les devoirs du collaborant vis-à-vis du collaborateur ? Le devoir de base, c'est de respecter nos règles déontologiques. Et notamment, l'une des règles que les collaborants oublient, c'est qu'on a une obligation déontologique de former nos collaborateurs. C'est-à-dire que quand on recrute un collaborateur, qu'il soit junior ou senior, il y a toujours cette nécessité d'accompagnement. Et cette nécessité d'accompagnement, elle figure noir sur blanc dans le RIN. Donc, c'est l'accompagner dans la gestion de sa structure qui est son cabinet. C'est l'accompagner dans la gestion de ses éventuels dossiers. On disait avant, c'est être un pair. Maintenant, ça fait un peu rétrograde. Mais il y a toujours ce côté, on travaille ensemble, main dans la main. On doit le respect et la délicatesse et la courtoisie à un collaborateur comme à n'importe qui d'autre. Et on voit que dans les cas où ça peut déraper, c'est précisément parce qu'on oublie
d'appliquer nos règles déontologiques qui sont là comme garde-fous pour prévenir toute dérive en principe. Absolument. Ce socle déontologique doit vraiment être notre cadre de réflexion pendant toute la relation de collaboration libérale, puisqu'il définit de manière précise mais de manière pertinente ce que doit être une relation de collaboration libérale. Après cela, on est des confrères, on est des pairs, et chaque relation de collaboration libérale évoluera selon ses spécificités, en fonction des affinités de chacun, en fonction des personnalités et en fonction des souhaits et des attentes tant du collaborateur libéral que du cabinet d'accueil. Et il serait difficile de mettre des règles strictes et définies dans ce contexte, puisqu'il y a autant de relations de collaboration libérale qu'il y a de cabinets d'accueil et de collaborateurs. Parmi les devoirs du collaborant figure l'obligation de laisser au collaborateur la possibilité de développer sa clientèle personnelle. Est-ce toujours une attente des collaborateurs et comment s'organiser pour y répondre ? Alors non, il s'avère que ce n'est pas toujours une attente des collaborateurs. Et à Paris, nous avions organisé il y a quelques années les fameux chantiers de la collaboration. Et nous avions eu la surprise de voir que notamment les collaborateurs qui travaillent dans des grosses structures n'ont pas cette attente. Pourquoi ils n'ont pas cette attente ? C'est qu'ils bénéficient déjà d'un niveau de rémunération qui est très confortable. Et plutôt que de s'ajouter, entre guillemets, une activité complémentaire, ils sont confortables ou au contraire, ils vont préférer vouloir travailler plus pour la structure et pouvoir bénéficier de primes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. En revanche, sur les structures de moyenne taille, voire de petite taille, là, c'est une vraie attente et c'est une nécessité de leur laisser le faire. Et de quelle manière ? C'est-à-dire qu'un collaborateur qui a une clientèle personnelle ne doit pas avoir à la traiter, en gros, en dehors des heures dites pour le cabinet. C'est-à-dire que c'est un dossier de plus qu'il gère dans son portefeuille de dossiers et qu'il doit pouvoir gérer au quotidien. De la même manière, tout jeune avocat doit pouvoir se retourner vers son collaborant, y compris pour ses dossiers personnels, pour recevoir un accompagnement et lui poser ses questions s'il le souhaite. C'est-à-dire que là, c'est écrit très clairement dans l'article 14 du RIN, le collaborant doit aider le collaborateur, y compris à traiter ses dossiers personnels. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est trop souvent oublié. C'est-à-dire que le collaborateur ne doit pas se retrouver seul avec ses dossiers personnels. C'est un dossier de plus dans son portefeuille de dossiers qu'il traite comme il doit traiter ceux du cabinet. Alors, ça paraît parfois un vain mot, parce qu'il ne faut pas non plus être trop angéliste. On sait très bien que ça n'est pas forcément ça dans tous les cabinets. Mais c'est ça qu'imposent nos règles et c'est comme ça que ça devrait se passer, y compris pour que les cabinets puissent garder leurs collaborateurs. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui se voit sans perspective, sans accompagnement, ira trouver sa voie ailleurs. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, y compris si on veut envisager une association après avec ses collaborateurs. Oui, je rejoins entièrement ce que dit Carole à ce titre. Je suis persuadé qu'un collaborateur libéral qui peut développer sa clientèle personnelle parce qu'il est accompagné pour le faire, parce qu'il a le temps pour le faire, parce qu'il a les moyens pour le faire, développera des compétences distinctes, en relation de clientèle par exemple, mais également en autonomie de travail, en responsabilisation, qui seront des atouts dans son travail de collaborateur libéral au profit du cabinet d'accueil. Et le développement de la clientèle personnelle doit réellement être vu comme une opportunité pour le cabinet d'accueil d'avoir un collaborateur formé, autonome, responsable et efficace pour les clients du cabinet. La relation entre collaborants et collaborateurs a pu donner lieu à de nombreuses dérives par le passé. Le contrôle a posteriori des contrats de collaboration permet-il de les éviter aujourd'hui ? De les éviter, non. D'en avoir connaissance, je dirais oui, puisque chaque barreau met en place le contrôle a posteriori comme il le souhaite. Au barreau de Paris, c'est 13 000 collaborateurs qu'il fallait contrôler chaque année. Donc, on a mis en place l'année dernière un contrôle a posteriori automatique par l'envoi d'un email et qui n'est pas anonyme. Sur le retour de à peu près 950 réponses, on a eu 125 réponses qui faisaient état de harcèlement ou de discrimination. C'est quand même énorme, mais ça a permis justement de libérer cette parole. Alors, on a noté que souvent, c'était dans des relations passées. On n'est pas tombé sur des collaborateurs qui venaient se plaindre sur une situation présente ou qui auraient été le témoin d'une situation présente. Mais ça permet que là, année après année, quand on va recouper les informations, l'impunité ne sera plus permise. Et que c'est une vraie évolution et que c'est vraiment un plus que va nous apporter ce contrôle a posteriori systématisé. Faut-il prévoir des temps de team building ? Tout va dépendre de la team.
Nécessairement. Si vous êtes un très petit cabinet, le team building, il se fait un peu naturellement. Le midi, en allant manger au restaurant. Le soir, en allant prendre éventuellement un apéritif. Mais je pense que le team building est important, surtout quand on commence à grossir. Il ne doit pas être trop gênant, il ne doit pas être trop artificiel, il ne doit pas être trop envahissant pour l'équipe. Mais je pense que c'est réellement un moyen d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre la vie de chacun, ce qui peut avoir un intérêt pour la relation de travail évidemment. Le tout en développant des affinités qui seront également utiles. Et je pense que le team building approprié à la structure, approprié aux personnalités de chacun, peut réellement constituer une opportunité de développer un cabinet dans lequel l'ambiance est bonne et l'ambiance de travail est productive, est efficace et saine dans le cadre d'une relation de collaboration. Et l'avantage, pour compléter, le team building permet un peu de casser la hiérarchie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toute l'équipe fait une activité ensemble, c'est-à-dire qu'on soit associé, senior, junior, office manager, tout le monde fait cette même activité. Il n'y a plus de hiérarchie. Donc ça permet aussi de casser un peu les codes du cabinet. Enfin, comment se séparer d'un collaborateur ? De la manière la plus simple possible, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en droit du travail, nous sommes en collaboration libérale. Donc ce besoin de rechercher une faute ou de rechercher une raison, non. On peut avoir juste envie de se séparer. Les attentes ne sont plus les mêmes. On n'a plus à cheminer ensemble, mais ne surtout pas essayer de chercher une cause à cette rupture. Il faut en discuter simplement. Il n'y a plus d'activité, nos attentes ne sont plus les mêmes et mettre de la manière la plus simple fin à cette collaboration libérale sans chercher un comportement fautif qui n'a pas lieu d'être dans nos règles. Absolument. Il ne faut pas perdre de vue que l'ancien collaborateur libéral va rester un confrère, va, dans une grande majorité des cas, rester un confrère du même barreau qui va être amené à exercer pendant de longues années dans les mêmes tribunaux, devant la même barre. Et partir dans de mauvais termes pour les mauvaises raisons n'a pas de sens. Je pense qu'il est important de discuter des causes s'il y en a. Et je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit dans ce contexte qu'une bonne séparation est bénéfique pour toutes les parties. Pour le collaborateur, évidemment, qui aura le sentiment qu'il n'est pas persona non grata, qu'il n'est pas le chat noir du cabinet, mais également pour le cabinet d'accueil, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que tout collaborateur libéral a son propre réseau d'avocats du même âge, de la même génération, et que garder une bonne image, une bonne réputation, surtout quand il n'y a pas lieu d'entrer dans des considérations d'opposition, est réellement bénéfique pour le cabinet à moyen et long terme. Avec tous ces conseils, il ne sera plus possible de dire que les avocats ne savent pas manager. Merci Carole et Alexandre pour ces explications et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.